Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 31 de Entre Coach. Et on va partir directement dans le vif du sujet. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être qu'on partage chacun à notre tour une petite anecdote qu'on a sur on va dire des difficultés qu'on a rencontrées quand on accompagnait quelqu'un pour devenir plus fort. Et du coup, simplement la vision que vous avez à ce moment-là, ce que vous avez voulu faire, et qu'on puisse un petit peu chacun donner notre avis sur ce qu'on aurait fait, ce qui aurait été possible d'être fait, parce qu'évidemment, il y a plein de manières de résoudre souvent des problèmes. Et je pense que aussi, il y a souvent un contexte avec la personne qu'on suit directement, qui nous oriente plus facilement vers un choix que vers un autre. Et du coup, sans avoir le contexte de la personne, peut-être qu'on va pouvoir amener un peu plus de diversité là-dessus. Ça serait intéressant d'entendre tous vos avis. Donc voilà, est-ce qu'il y en a un de vous qui veut commencer ou est-ce que vous voulez que j'ouvre le bal? Moi je peux, s'il faut. T'es très généreux, à chaque fois tu dis ça. Moi je me demande juste, est-ce que tu proposes la problématique et nous on dit à peu près ce qu'on aurait mis en place et toi après t'expliques ce que t'as mis en place ou t'expliques tout, parce que l'idée ça peut être cool que, en gros en fonction de ce qu'on ait dit, peut-être il y en aura un de nous trois qui aura ce que j'ai vraiment fait. Ok, vas-y. Ok. Moi du coup c'était avec un athlète Thomas que je suis depuis très longtemps et genre peut-être pendant un an et demi, il s'est entraîné sur un split classique, squat bench, bench deadlift, squat bench, SBD. Et un jour il m'a dit qu'il avait plus trop le temps pour faire des séances avec 2 mouvements et des renforts et même son SBD le week-end, qu'il pouvait s'entraîner plus souvent dans la semaine mais moins longtemps. Et donc il m'a dit je peux faire jusqu'à 6 séances par semaine au lieu de 4, mais par contre il faut réduire le temps. Et à partir de ce moment-là on s'est mis d'accord sur un split en particulier. Donc je vous laisse dire du coup vos idées sur faut guess le split genre. Ouais. Okay. Toi tu sais un peu, non? On en avait déjà parlé, mais tu m'avais pas dit précisément. Je me souviens plus trop. S'il faisait 3 fréquences de squat, il faisait 3 squats, 4 bench et 2 terres. Et il voulait faire un mouvement par séance? Ça pas forcément, juste il voulait faire beaucoup plus court en termes de durée de séance. Ok, et du coup c'était comme tu lui dis ça, il y a eu un intérêt genre derrière, il s'est senti beaucoup mieux, il a progressé grâce à ça ou... En fait juste ça collait mieux à sa vie perso, parce qu'il a un travail qui prend beaucoup de temps et tout, il a une vie perso avec une copine et tout, et du coup il voulait que... Non mais il voulait juste que la... Non mais genre, il voulait juste que la force prenne un petit peu moins de temps dans sa vie quoi. Moi j'ai un guess... je pense pas qu'il a fait S, B, D parce que ça serait trop simple. Je suis pas sûr de ça. Il a fait juste S, squat. Moi je pense qu'il y a un monde où effectivement il y avait quasi que un mouvement par séance avec quelques renforts à droite à gauche. Je pense qu'il y avait genre un bench avec après peut-être un comp lift, genre un squat ou un terre, mais je suis quasi sûr qu'il y avait peut-être une ou deux séances où il y avait genre peut-être qu'un bench ou peut-être même qu'un squat, tu vois. C'est fort possible. Parce que le bench, le problème c'est qu'il y a une séance où il n'y aurait qu'un bench, c'est-à-dire que derrière ça force à ce qu'il y ait une séance avec qu'un squat ou qu'un terre sans bench. Je pense que c'est possible. Ouais, moi je pense qu'il y avait 2 séances dans la semaine où il y avait qu'un seul compte lift. Ouais, je pense que c'est possible. Mon guess ce serait genre peut-être qu'il commence la semaine avec un squat bench et après du coup il fait deadlift. Du coup il y a 6 séances, deadlift. Donc la prochaine il y a forcément un bench, donc un squat bench, deadlift. Du coup là c'est voilà. bench. Donc ça fait un jour où il y a que du terre. Ouais. Ok. Non, c'est un jour où il y a que du bench. Que du bench, c'est ça qu'il disait. Je pense que ça c'est un truc qui aurait été fait. Squat bench, ou alors il y a du renfo dans sa prog et dans ce cas il y aura un jour un peu bench renfo. Ouais, il y avait un côté aussi. Moi je pense qu'il y a plus de renfo. Pour vous aiguiller. J'ai une petite insight parce que je crois qu'il voulait monter de KT ou un truc comme ça. Et du coup, pour monter de KT, je pense qu'il y avait un peu plus de renfo. Donc c'est pour ça que moi mon guess c'est un comp lift, enfin un lift et du renfo. C'est peut-être un genre squat bench, deadlift, bench et x2, vrai. Ouais, moi je partais là-dessus, squat bench, deadlift, bench. Je me demande s'il n'y avait pas quand même un petit SBD dans tout ça, genre un petit SBD le week-end, tu vois, parce que genre... ouais, t'es à la salle, tu vois. Peut-être il y avait genre... En vrai, peut-être c'est chaud parce que SBD, bench, squat, bench... Non. SBD, squat, deadlift, bench. Mais en vrai, pour venir là-dessus, au-delà de juste faire la devinette, je pense que moi, comment est-ce que je l'aurais... Parce que c'est le but de donner un peu notre avis. Comment est-ce que moi je l'aurais articulé? J'aurais dit, je pense que je pourrais préférer garder peut-être un peu plus de mouvements, mais juste faire en sorte que les mouvements soient le plus courts possible, tu vois ce que je veux dire? Donc par exemple, soit mettre des formats comme des ramp-up, pour on va dire mettre ensemble le fait de se warm-up et le fait de faire du volume, ou alors à l'inverse, si on veut polariser, genre peut-être par exemple en 2x4 mais assez haut un peu pour qu'il ait pas besoin de faire beaucoup de séries.
et j'aurais quand même fait en sorte de garder 2 mouvements. Parce qu'en fait, la problématique, je trouve, de vraiment beaucoup split comme ça, c'est que tu as forcément des séances qui sont un peu là juste parce qu'elles doivent être là, et elles ont plus vraiment d'intérêt, tu vois, genre si tu fais squat bench, du coup tu fais ton deadlift, et la séance juste bench, c'est-à-dire que tu vas à la salle pour faire genre une demi-heure de bench, alors que je pense que tu pourrais, tu vois, gratter tes 45 minutes, rajouter 15 minutes, et du coup faire peut-être quelque chose de un peu mieux, un peu plus concret. Donc ça va dépendre après de lui, comment est-ce qu'il voit le truc. Moi je pense que j'aurais essayé de garder genre squat bench, deadlift bench, squat bench, deadlift bench, mais juste en fait en faisant en sorte qu'il y ait moins de volume dans chaque séance. Après il faut voir aussi quel profil c'est, parce que si c'est un mec qui a besoin d'une demi-heure pour s'échauffer sur chaque mouvement, peut-être que ça peut jouer. Peut-être ça pose problème, parce que oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens par exemple, qui mettent énormément de temps à faire un SBD parce qu'il leur faut une demi-heure pour se préparer pour le squat, une demi-heure de mobilité pour le bench et ils prennent une demi-heure de pause entre chaque mouvement. Donc en fait, tu as 80% de ton entraînement, c'est de la pause, mais si tu optimises un peu tout ça, tu peux très vite gagner beaucoup de temps sur une séance, quoi. Ouais, je pense que la répartition du volume, tu peux garder quasiment le même volume, voire peut-être même en ajouter un petit peu plus si tu fais peu de séries par training, ou alors à l'inverse, si tu veux faire beaucoup de séries, mais du coup sur des rep range assez courtes, genre 1 ou 2 reps, bah il y a genre les clusters ou quoi qui peuvent être utiles pour faire 5-6 séries, voire 7-8 en vrai, assez rapidement si tu mets 1 minute de repos. Je sais qu'au terre ou au bench, ça peut se faire. Au squat, c'est peut-être un petit peu plus délicat, mais au squat, tu peux trouver d'autres variations pour faire du volume rapidement. Et globalement, je pense que ça peut fonctionner en vrai. Bah, faire des formats un peu à densité, comme ça peut être clairement une solution qui peut être mise en place. Si vraiment la contrainte numéro 1, c'est genre j'ai le temps, mais j'ai que 1 heure par jour, je pense que je ferais un truc comme ça, genre juste faire en sorte de garder quand même plus de mouvements et après juste hiérarchiser les séances, quoi. C'est-à-dire que tu as peut-être un squat principal, un bench principal, un deadlift principal. Vu que tu n'as pas beaucoup de temps, tu essaies de ne pas les mettre en même temps parce que tu sais que quand tu vas le mettre, ils vont prendre une grosse partie de la séance, donc il restera plus grand chose pour le reste. Et après, du coup, tu joues ta semaine autour de ça. Moi, j'aurais fait un truc dans le sens là, je pense. Ok, je fais le reveal du coup. C'est le reveal. Donc ouais, le truc qui a beaucoup penché dans la balance, c'est ce que disait Charlie, c'est qu'il montait de KT. Du coup, il avait une vision où il voulait faire beaucoup de renfo. Et donc, dès le départ, il m'a dit, moi, ce que j'ai envie d'essayer, c'est de faire un seul mouvement par jour et par séance. Et du coup, le tout premier split qu'on a fait comme ça, c'était 6 jours par semaine, squat, bench, deadlift, squat, bench, deadlift. Et par rapport au volume de ce que tu disais tout à l'heure, bah en fait, il faisait des séances avec des fois quand même 6-7 séries de squat, de bench, de terre. Parce qu'il avait qu'un mouvement. Il se sentait ok avec 2 bench par semaine. Bah ouais. Et franchement, il a plutôt bien il avait progressé. que 2 bench C'est par pour ça que moi semaine. je dis Ouais, ça. ouais. Parce que si tu fais ça, en fait, t'as que 2 bench par semaine. Autant squat deadlift, ça va. Autant le bench, ça fait vraiment pas beaucoup. Bah depuis, techniquement, il est bien. Et en plus, il a progressé sur le mouvement. Donc là-dessus, c'est cool. Et ouais, en fait, il voulait faire beaucoup de renfo. Du coup, c'était genre entre 5 et 7 séries sur le mouvement principal. Et ensuite, il y avait genre 4 renfos. Et c'était tout. Et là, au fil du temps, on a évolué sur plus que 5 séances. À sa demande aussi. Parce qu'il voulait en enlever une le week-end, je crois. Et donc, on fait un bench deadlift en fin de semaine au lieu de faire bench puis deadlift le lendemain. Après, ce qui est bien quand tu as un lift par séance, en vrai, c'est assez particulier quand même. Moi, j'ai très peu programmé comme ça et je me suis très peu entraîné comme ça. Mais je pense que tu peux faire quasiment 2 séances en une. Tu vois, tu peux faire vraiment 2 formats, genre un format top 7, rep range assez courte. Et après, tu peux faire du volume avec je sais pas, un 3x7, un truc que tu boucles plutôt bien. Et du coup, peut-être que pour le bench comme ça, il s'est senti bien parce qu'à force de faire pas mal de volume. Et je sais qu'en plus. Là, mais bon, la fréquence, ça reste quand même. Ouais, c'est vrai. Après, s'il avait pas mal de renfo aussi sur le haut du corps avec des développés et tout, je pense que ça va. Mais effectivement, ça peut paraître compliqué 2 bench par semaine sur le papier. Et pour les jours principaux, bench ou quoi, je mettais genre un top 7 en single et après c'était genre 4 ou 5 x 5 ou des choses comme ça, tu vois. Puis en vrai, peut-être juste le fait de commencer chaque séance où il y a du bench par le bench, ça faisait qu'il était à 100% dedans. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui l'a permis de plus fixer sa technique et s'améliorer là-dessus. La prise de masse aussi, globalement. Oui, en vrai. Mais par contre, il faut qu'on parle du fait d'associer le renfort à la prise de poids. Ça c'est un truc, ça m'irrite un petit peu. J'ai fait un réel dessus d'ailleurs, mais ça va très vite sortir sur mon compte, ne vous inquiétez pas. Mais juste, en fait, pourquoi est-ce qu'on a toujours associé ça ? Il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'en fait, on part du principe que, en gros, l'hypertrophie, c'est faire du volume. Ça, je suis d'accord. Faut faire du volume pour prendre du muscle. On est d'accord là-dessus. Le facteur numéro 1 de l'hypertrophie, c'est la tension mécanique. Donc, en gros, le volume, ça amène beaucoup de tension mécanique de par le fait que tu fasses beaucoup de répétitions. Ça, on le sait aussi. Et du coup, en quoi est-ce qu'un squat, un bench ou un deadlift, ça t'empêche d'avoir la tension mécanique ? Sachant que, dans notre sport, le principe même de base, c'est on met de plus en plus lourd jusqu'à ce qu'on n'y arrive plus.
Donc c'est genre littéralement de la surcharge progressive. Et si ton mouvement il est stable, et vu que tu le pratiques de manière quand même relativement fréquente, récurrente et depuis un moment, ça doit être le cas, c'est-à-dire que tu peux pousser l'effort très loin sur un squat et probablement même plus loin sur un squat que tu le ferais sur un hack squat ou autre chose parce que tu connais le mouvement justement et tu es efficient dessus. Et donc en fait, qu'est-ce qui t'empêche concrètement de faire ce mouvement-là pour prendre du muscle? En fait, je pense que les gens, ils ont une vision très... le comp lift va travailler ta technique et les renforts vont t'apporter du muscle, tu vois. Ils sont pas en mode ah bah là je développe mes muscles en faisant du coucher ou du squat ou quoi. Et ils sont vraiment ah bah là je travaille ma trajectoire, ma stabilité, etc. Et en vrai, je comprends parce que c'est pas totalement faux dans le sens où genre on sait que si tu t'entraînes trop souvent, trop haut un peu sur tes comp lifts, ça a tendance à dégrader ta technique. Mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que dans tous les cas, on peut faire assez de séries, enfin tu peux faire assez de séries sur un mouvement pour largement créer de l'hypertrophie. Et genre typiquement, moi ce que je fais, genre mon 6x5 du lundi, je suis rincé complet à la fin et je sais qu'il n'y a probablement aucune séance que je pourrais faire qui pourrait m'apporter autant de stimulus musculaire que celle-là parce que genre juste beaucoup de volume sur un comp lift et ça m'arrache la gueule. Et je pense que si je devais faire l'équivalent en hack squat pour avoir ce niveau de stress, il faudrait que je fasse genre 12 séries à l'échec, drop set mécanique, machin, tout ce que je veux dire. Après, je pense aussi que les gens associent le comp lift au nerveux, au stress articulaire, etc. Et que du coup, je pense que certaines personnes ont tendance à se dire si je fais trop de squats pour prendre des cuisses, par exemple, bah, peut-être que je vais prendre des cuisses, mais je vais tabasser mon système nerveux, je vais peut-être mettre mon dos un petit peu plus en porte-à-faux et tout, alors que faire de la leg extension, bah, tu peux la faire à l'échec sans risquer quoi que ce soit entre guillemets et je pense qu'il y a beaucoup de ça qui joue et je sais que moi en ce moment c'est un truc que je fais un peu plus de renfo, non pas parce que je pense que faire des renfos c'est mieux pour prendre du muscle mais parce que j'en ai juste besoin pour mon corps entre guillemets, tu vois, récupérer un peu et tout. Ouais mais ça c'est une autre chose, c'est mais je pense que les gens pensent comme ça. L'idée de je veux prendre du poids, je dois faire du renfort. Tu vois, genre c'est en mode c'est une corrélation exacte entre les deux. Alors que tu dois juste manger. Juste dans l'assiette, regarde, Loïc il a tout compris. Il fait pas de renfort. Aucun renfort. Une vraie prise de masse. En termes de masse musculaire, t'as progressé, c'est évident. Oh bah mes cuisses. Bah oui, même le haut du corps, pour que tu gagnes le temps au bench, ça peut paraître l'action du Saint-Esprit, tu vois ce que je veux dire. Genre forcément il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ton corps. Ah bah de toute façon, mes comptis et mes shorts ils me le disent facilement. Je me souviens très bien quand j'ai commencé le coaching avec toi, Coco, en 2021 du coup. Je sortais des années de body, j'avais jamais réussi à avoir des pecs. Et en 6 mois de force, avec 4 bench par semaine et quasi aucun renfort sur les pecs, genre même aucun, j'ai vu, c'est devenu un point fort en moins d'un an, tu vois. Alors qu'avant, je tabassais des exos vraiment farfelus d'hypertrophie, un peu bizarres, tu vois. Voilà, tu vois, des trucs bien boring. Et juste faire à mort de bench et ça a fonctionné. Et en plus de ça, j'ai pris du bois parce que j'ai fait une prise de masse en même temps et ça a fonctionné. Pour moi, il y a un problème avec le renfort, c'est que c'est compliqué d'avoir un exercice où tu peux avoir une surcharge progressive et qui est quasiment infinie. Parce que si t'as une machine, un truc comme ça, t'arrives vite à la fin et où c'est des exercices qui sont instables par nature, donc qui sont compliqués à pousser. Et en plus, après, il y a l'aspect aussi, il faut maîtriser le mouvement assez pour pouvoir le pousser assez et que ça soit un mouvement aussi qui ait des standards. Parce que tu vois, ce qui fait que en force tu progresses, c'est que en fait ton squat t'es censé faire toujours le même squat avec la même descente, le même truc, etc. peu importe la charge. Du coup ça t'amène un standard. Alors que sur tous les exos renfo, tu peux vite avoir tendance un petit peu à tricher, tu vois, genre la chest press, je sais pas, à la base tu le fais tout droit, puis d'un coup tu vas te mettre un petit peu à compter, puis tu vas décoller les fesses, puis tu vas descendre un petit peu moins et machin. Et du coup ça rend le truc beaucoup moins oui, standardisé. Ouais, c'est ça. Et au final c'est très compliqué d'amener une surcharge progressive aussi clairement que tu le ferais sur un bench, parce qu'en fait le bench c'est toujours le même et tout le monde sait ce à quoi un bench doit ressembler en force, donc du coup c'est très compliqué de pas le faire, tu vois ce que je veux dire. Moi pareil que toi, Lichard, j'avais pas de pec et je crois que je faisais 2 bench avant que tu me coaches. Ça a changé du coup Non mais en vrai, j'ai jamais eu trop de pec, même aujourd'hui, mais la différence entre quand je faisais 2 bench moi tout seul et quand tu m'en as coaché 4 direct, j'étais en mode ah oui. Ça fait la différence, juste pratique et... Après je me demande s'il y a après on va peut-être changer de sujet parce qu'on va pas trop s'étaler. Je dis ça en relançant le sujet. Si quand tu commences à avoir un niveau assez confirmé, genre comme toi par exemple Coco, si tu peux pas avoir des bénéfices à faire des exos de renfo pour stimuler ta masse musculaire parce que le comp lift devient très taxant, tu vois, parce que tu arrives à exploiter pas mal de tes capacités, tu vois. Ouais, et à la fois tu te connais donc tu sais aussi comment faire, mais tu trouves que c'est plus un problème ou je me demande si c'est pas plus un problème entre guillemets. Bah en fait pour moi par définition si c'est plus taxant ça veut dire que ça se stimule plus. Ouais, ok. Au final ça revient plus ou moins au même, tu vois.
En fait, là où je comprends, c'est l'aspect un peu limitation, parce qu'il y a des techniques, des façons de squatter, etc., qui peuvent causer des gênes, mais pour moi, en fait, si tu as un point où quand tu fais du squat, ça te fait mal au dos, bah, c'est probablement que tu squattes juste pas comme tu devrais squatter pour toi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc après, voilà, en fonction des périodes, moi aussi, il y a des périodes de ma vie où genre juste je faisais ce que je pouvais au squat et c'était pas parfait, mais c'était ce que je pouvais faire, et dans ce cas, pourquoi pas mettre du renfort à côté. Mais en fait, dans ce cas, au-delà de faire de la chest press, de la leg press ou machin, tu peux faire une variation. Ouais, ce que j'allais dire, tu peux faire un 6-6 on retourne squat. à l'époque, l'ancienne, le off-season, c'est quoi? C'est des x10 en bar, et puis voilà, t'es content, tu vois ce que je veux dire, ça c'est fonctionne vrai. très bien, tu vois. Ah non, t'es pas content. Non, t'es pas content, mais ton dos il est content. Mais t'es quoi, Ouais, mais mais enfin, tu vois, il y a plein de choses que tu peux faire. Ouais, je suis d'accord. T'as l'impression de passer de je fais du comp à je vais me retrouver à faire du CC leg press ou du leg extension ou des conneries, tu vois ce que je veux Oui, il y dire. a un degré de spécificité que tu peux garder à minima. Ouais. Ou alors, enfin en fait c'est pour ça que je pense que ça dépend aussi de l'approche que t'as, parce qu'il y a des gens aussi qui polarisent énormément, c'est-à-dire faire que du comp et derrière des trucs très peu spécifiques. Pourquoi pas? Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, moi juste ça m'énerve qu'on associe le fait de prendre de la masse musculaire avec des renforts, parce que genre je fais jamais de renfort et je pense que ça va en termes de masse musculaire, je m'en sens pas trop mal. Alors oui, effectivement, j'ai peut-être pas le physique le plus harmonieux, mais dans tous les cas, je pense que ça sera jamais le cas parce que j'ai pas une morpho excellente pour faire du body, mais en termes de masse musculaire sur les muscles dont j'ai besoin d'être musclé pour être fort, je m'en sors très bien, et c'est le cas de énormément de powerlifters qui font ça, quoi. Je prends l'exemple très simple, Agatha Sitko, elle ne fait pas de renfort, quasiment pas, ou à part des curls biceps et du Overhead squat, elle fait un truc comme ça, genre. Et elle a un SBD où elle fait du overhead squat. Overhead squat? Ouais. Ah Ouais. Je connais ça. Ok. Et je sais que quand on avait fait la vidéo YouTube ensemble, on avait dit en gros je fais du bicep curl et des fléchisseurs, enfin un exo fléchisseur de hanche en plus en mode de la réhab. Et je crois que je connais pas une seule meuf qui est aussi tankée qu'elle, genre c'est abusé la quantité de masse musculaire qu'elle a sur son corps. Donc Ok. Ouais, puis l'avantage de faire de l'hypertrophie Bien, comme le ça, c'est overhead que squat. tu prends le muscle dont tu as besoin, quoi. ouais, bah oui, c'est ça. Monday Recovery. Monday recovery, overhead squat, dumbbell bench press et du RDL wide grip. C'est son SBD ou c'est. c'est son- En caption. Je regarde. Vas-y, tiens. Oui, C'est son recovery SBD. Ah, mais voilà, c'est ça. Elle a dit qu'ils avaient été descendus en spécificité pour ce Ouais. blog parce qu'elle en avait besoin. Oui, c'est pas un truc. Un T'as truc le picking putain. de Sheffield, tu vois, mais. Et enfin bref. Overhead squat. Juste le fait qu'elle arrive à faire du overhead squat, genre. Oui, bon après ça m'étonne pas. Ouais. Oh, ma Alors que toi, mobilité Coco. d'épaule. Je peux faire du overhead squat si tu veux avec 20 kg et je tiens la barre comme ça en élévation frontale de 20. Ok. Bon, on enchaîne. Allez, Et moi je peux y aller si vous voulez. vas-y. Du coup, j'avais un athlète avec qui j'avais une problématique, en fait, c'est qu'il y avait énormément d'interférences entre les trois mouvements. Par exemple, quand je faisais du squat, derrière son bench était vraiment moins bien à cause du squat, ou quand je faisais du squat, derrière le deadlift était moins bien parce que son dos n'allait pas très bien. Donc ça c'est la problématique que j'avais, et forcément l'objectif c'était de faire en sorte qu'il puisse pratiquer les trois mouvements à terme, mais aussi qu'à court terme il puisse progresser et ne pas être limité par ça. Donc voilà. Est-ce que l'athlète est de nationalité suisse? Non, même pas. Ah, ok. Même pas. Est-ce que du coup, le fait que son dos limite après un squat, c'est sur la séance même ou genre ça a des répercussions sur des jours après? C'était vraiment plus au sein même de la séance quand même. En gros, il avait une capacité de travail qui était très faible sur son dos, et le squat lui faisait le dos pour le deadlift. Par contre, si on séparait de fréquence en fréquence, ça allait beaucoup mieux. Ok, bon bah. Tu viens de répondre. Ouais, t'as vraiment répondu. Ça allait beaucoup mieux en termes de douleur, mais pas forcément. Ok. Parce que je pense qu'il y a plein de manières de visualiser le truc, et pour moi, il y a deux objectifs là-dedans. Un, qui puisse repratiquer du coup les mouvements à court terme, mais après, l'idée c'est aussi, genre, je vais pas lui dire, bon, alors, raconte mec, tu vas prendre 2 heures de repos pour ton squat et bench, t'inquiète, ça va aller mieux, enfin tu vois, donc Oui, c'est vrai qu'il y a cette problématique-là. Il fallait faire les deux. Le jour J, il faudra faire les trois, quoi. Bah, l'avantage en général, le jour J, c'est que t'as pratiquement pas de volume, donc normalement le stress est quand même un peu moins impactant. Justement, parce que en fait, pour donner un peu de contexte, j'avais essayé du coup d'essayer de faire des séances beaucoup plus chill, genre par exemple, on commençait par le squat avant le deadlift, mais genre c'était un squat très très léger, à peut-être 65% de son max, et ça suffisait pour l'irriter. En fait, il était juste très irritable, et quand il faisait du squat, genre derrière, il commençait le deadlift, juste parce qu'il avait fait un peu de squat, ça lui fusillait son dos, tu vois. Ok. Ouais, le premier truc qui me venait en tête, c'était un peu ça, c'était genre polariser différemment les mouvements au sein des séances, genre voilà, tu fais un squat hyper léger si tu as un deadlift. Après, le deuxième truc qui me vient en tête, c'est ne pas faire de SBD day, et du coup mettre toujours le bench après. Tu fais deadlift bench, squat bench, et le dernier truc, ce que je voulais dire, non, je crois que j'ai tout dit. Ouais, polariser au sein des séances, faire dans l'ordre du mouvement principal en premier, pas de SBD day. Ouais, c'était les trois trucs que je voulais dire. Ok.
Je gamberge. J'étais en train de gamberge là. En fait, j'étais en train de gamberge sur comment arriver sur le jour J plutôt bien. Parce qu'en fait, j'essayais de trouver un truc que vous avez pas déjà dit. Parce qu'effectivement. Mais oui, après, il y a la contrainte de la logique, tu vois. Et après, pour la contrainte de la compte. Tu sais que c'est du moyen long terme. 3 kétoprophènes. T'as le temps de faire en sorte que ça aille mieux. Mais en vrai, un truc aussi auquel vous avez pas pensé, mais moi, sur le moment, je m'étais dit que ça pouvait être une solution, c'était de mettre le squat après. Parce qu'en fait, c'était le squat qui irritait. Ah, c'était le squat qui irritait. Donc, tu vois, par exemple, mettre le deadlift avant le squat. Je pensais que le deadlift était aussi gênant. Ok, c'était que le squat. Dans les interférences, je me suis rendu compte que c'est vraiment le squat qui posait beaucoup. Ok. Ouais, bah ouais, juste à court terme, oui, commencer par le deadlift quand il y a besoin. Et après, à moyen long terme, est-ce que tu avais un aspect un peu. J'imagine qu'il y avait un aspect genre load management, tu vois, pour que justement, au sein d'une semaine ou au sein du bloc, il y ait des moments où tu sais qu'il va peut-être être un peu irrité, mais c'est pour être un peu mieux après. Je pense que ça, c'est possible. Dans la répartition des fréquences. Ouais. En gros, on a décidé, on avait 3 squats dans la semaine, et en gros, il y avait des interférences entre les 2 squats qui étaient les plus proches. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écarté le squat principal du squat secondaire pour qu'il soit plus proche du squat tertiaire et pour qu'il y ait plus de temps sur le squat secondaire. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on s'est rendu compte qu'il était décentré sur le principal, et donc au final, ça posait d'autres soucis. Mais c'était l'idée de base. Ouais, parce que j'aurais tendance à dire peut-être, comme tu as dit, choisir un moment où tu vas être un peu irrité pour avoir plus de temps pour récup après, parce que c'est un truc que j'ai fait, que j'ai mis en place avec une athlète pour son squat, sauf qu'effectivement, arrivé le lundi, elle avait pas squat depuis le jeudi, je crois. Et donc en fait, c'était un peu compliqué. Et donc en fait, on condensait vraiment on rapprochait beaucoup les squats pour que le tertiaire soit loin du primaire. Mais en termes de performance, c'est un peu compliqué. Donc après, je sais pas comment t'as trouvé. Ce que je faisais avec mes genoux, ça. Genre, je faisais lundi, mercredi, et après, je squattais le samedi. Ouais, et en vrai, c'est pas trop mal. Après, pour le jour de la comp, c'est vrai que je suis assez curieux. Je pense que c'est sur la semaine de picking, enfin la dernière semaine, quoi, où tu captes un petit peu, tu sais, de manage correctement pour arriver. Parce que en fait, c'était vraiment une solution. Pour moi, je pensais qu'il fallait trouver une solution dans tous les cas. Donc en gros, on a fait ça en 2 temps. Première chose, j'ai fait un peu comme tu as fait toi, du coup, j'ai séparé les mouvements principaux pour qu'il n'y ait pas d'interférence, juste. Et en fait, du coup, individuellement, j'ai rebuild la capacité de chaque mouvement. Tu vois, parce qu'en fait, il pouvait plus rien faire. Parce qu'en fait, le squat lui irritait pour tout, ce qui fait qu'il faisait plus rien faire. Donc sa capacité de travail, elle faisait que descendre. Ça créait vraiment un cercle vicieux comme ça. Donc en gros, j'ai séparé. J'ai remonté le volume petit à petit sur chaque séance pour que du coup, il rebuild une capacité de travail. Au bout d'un certain temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé une séance pour voir du coup comment il a toléré. Ça allait mieux du coup parce qu'il avait pu rebuild un petit peu de capacité de travail. Et en fait, on s'est rendu compte que dès qu'on remettait un peu trop de stress quand même, dans tous les cas, ça revenait. Donc en fait, si tu veux, vu que les interférences à chaque fois c'était avec le squat, donc le problème c'était le squat, on s'est dit c'était ça. Et donc en fait, on a essayé de comprendre ce qui faisait qu'il avait à chaque fois mal au squat et on en est arrivé au fait de changer juste sa technique au squat. Parce qu'on voulait le faire avant, sauf qu'en fait on savait qu'en faisant ce changement-là, il serait moins fort. Et donc on anticipait un petit peu. Et au final, on s'est juste dit que la meilleure solution à faire, c'était on change sa technique, on accepte qu'il soit un peu moins fort mais qu'il ne l'irrite plus du tout. À terme, il pourra pratiquer plus, ça pose vraiment d'interférence avec le reste. Et au final, on s'est rendu compte que très vite, il est devenu beaucoup plus fort de par le fait que... C'est ce que je me disais aussi, que la solution quasi parfaite serait que juste il soit plus irrité par le squat. Et pour ça veut peut-être dire changer la technique. Donc, parce qu'il a une technique genre... c'était quoi, la barre trop basse ou... Non, il manquait... en fait, il manquait de flexion de hanche. Du coup, en bas du mouvement, il partait tout le temps un peu comme moi en butt wing. Et ça lui irritait énormément le bas du dos sacro. Donc en fait, on a juste écarté sa stance, fait en sorte que ça soit un peu plus vertical grâce à ça, et ça allait beaucoup mieux. Ok. Lourd. Mais je pense que dans tous les cas, l'ordre dans le sens là dans lequel on a fait, il a été important. Parce que si on avait juste changé sa stance, sa capacité de travail elle était tellement basse que peut-être qu'il aurait été mieux, mais il aurait quand même été irrité de par le fait qu'il pouvait quasiment rien faire sans avoir mal. Donc je pense que ça a été intéressant quand même de faire dans ce sens-là dans un premier temps, et surtout pour savoir ce qui va et ce qui va pas, tu vois. Parce que si on avait changé la stance dès le début et que ça allait, on n'aurait pas pu savoir ce qui était réellement problématique ou non, alors que là forcément ça a donné un peu de... Enfin, ça a clarifié tout ça. Voilà. Ok. Moi je peux drop sur mon sujet si ça vous va, parce que c'est pas sur l'aspect programmation, enfin il y a un petit peu de ça, mais c'est pour parler du grip avec le cas d'un athlète pour la prépa du Salon Kermit en Suisse, où en fait il deadlift en tradi, en hook, et son dos lui fait relativement mal en tradi. Il a une capacité de travail assez faible, on peut pas faire grand chose, notamment des expositions lourdes, c'est ce qui irrite le plus le dos et la hanche.
Et en fait, le problème dont on s'est rendu compte pendant la prépa, et c'est un truc qu'on avait eu sur une comp avant, c'est que on peut s'entraîner, faire un petit peu de volume sur des charges relativement légères, mais dès qu'on met quelque chose d'un peu lourd, le grip lâche parce que on peut pas souvent s'y exposer. Et en fait, arrivé pendant la prépa de la comp, le dilemme c'était un peu qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met de l'intensité pour que tu habitues ton grip et que le grip tienne, mais du coup peut-être que tu vas te faire un peu mal et après ça peut aussi impacter le squat, ou alors est-ce que on garde toute cette prep vraiment low intensity et on sait que le jour J il est capable d'être fort, mais on n'a aucune idée de si le grip va tenir, parce que par exemple sa top end en termes de force c'est entre 2,45 et 2,55. Par contre à partir de 2,20 ça commence à lâcher. Et au training, sur des x3, des x4 à 180, ça commençait à lâcher aussi. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place pour eux ? Et donc, tu pouvais pas monter en intensité à cause de sa hanche ? Ouais. Pour moi, il y a deux choses. Est-ce que le fait de monter en intensité, techniquement, ça lui faisait du mal ou pas ? Non. Non. Soit tu prends le risque, mais du coup, c'est un risque. Et si tu sais qu'à chaque fois que tu le fais, c'est problématique, c'est peut-être pas la meilleure chose. Par contre, si tu sais que c'est vraiment le grip, tu peux travailler avec les grip en spécifique, genre faire du hold. Pour s'assurer qu'entre guillemets il est stimulé au niveau du grip sans qu'il ait la problématique du dos. Je pense que ça aurait été le truc le plus évident sur le moment. Après il faut voir, est-ce que son grip il lâché parce que au niveau du lock, la position ça frotte contre les cuisses, ça lui ouvre le grip. Si c'est ça, dans ce cas le hold ça suffira peut-être pas, mais peut-être que tu peux essayer de trouver le juste milieu du truc qui va faire qu'il va pouvoir pratiquer, savoir dans quelle position il doit se mettre, travailler un petit peu ce truc là sans du coup que ça lui taxe trop le dos quoi. Ok, pour pas répondre pareil, il fait du hold en rack pull avec 100% de son max. Et comme ça, il travaille son grip sans avoir mal à la hanche. Ok. Non, vous êtes pas d'accord ? Je vous dirai après ce qu'on a fait. Moi, je pense mettre du travail spécifique sur le grip que ça. Et après, essayer de tabasser un peu des renforts proches du deadlift, quoi. Après, la question, c'est est-ce qu'il avait besoin réellement de lourd ou est-ce qu'il avait juste besoin de travailler son grip ? Parce que ça se trouve, tu pouvais faire des séries longues et le fait de faire des séries longues qui étaient relativement dures pour le grip aurait suffi aussi, tu vois. En fait, c'est un athlète qui a toujours eu du mal à hook. En fait, la position en hook est trop bien. Okay. En mixte, il est beaucoup moins fort. Mais dès qu'il y a plus de 3 reps, il s'angle souvent. Quand il hook, il se reset up à chaque fois. Du coup, la série, genre un triplé, ça dure 2 minutes, tu vois. Et il y avait beaucoup d'aspect mental, en fait. C'est genre, je sais qu'à partir de 20, mon grip va lâcher. Genre, dans sa tête, c'était comme ça, tu vois. Et en fait, du coup, il voulait absolument bien placer son hook. Du coup, il mettait beaucoup de temps à se placer. Il reprenait 40 fois son hook, il tirait le slack 300 fois. Et il y avait aussi cette problématique-là de confiance et de mise en place de la technique du grip. Et donc, du coup, je peux vous dire un petit peu ce qu'on a fait. Attends. Parce que du coup, les holds en hook, je suis pas sûr du tout là. Pas sûr du tout. C'est pour ça, moi, je voulais te demander déjà comment il tirait. Et donc, moi, pour moi, il y a... hook. Hein ? Tradi hook. Ouais, tradi hook, mais au début, t'as pas dit hook, t'as dit que tradi. Donc, moi, il y a 2 trucs. Soit tu lui accues de genre tirer direct sur la barre. Mets tes mains. Non, mais genre, tu sais, tu te casses pas la tête et tu places tes mains, tu tires assez rapidement. Soit vous allez changer de grip. Même si t'as dit qu'il n'était pas confiant sur son mix. En soi, s'il a pu pratiquer du mix pendant toute la prépa et qu'au moins il avait aucune problématique, ça aurait pu être une full hook. Parce que du coup, le fait de faire du rack pull en hook, je ne vois pas dans quel moment ça fonctionne. C'est pour ça qu'au début, moi j'étais pas sur le hook. Je vois pas dans quel moment ça fonctionne. C'est plus un aspect technique qu'un aspect réellement force. Mais après, peut-être que tu lui as juste fait pratiquer le hook plus. Peut-être que tu lui as dit, écoute, on doit faire le plus possible de hook sur toutes les séries. Parce que tu dois même juste au apprendre bench. à faire du hook. Tu vas apprendre à faire du volant hook en avant à la salle. Et surtout, l'avantage, c'est que si c'est léger, il peut se permettre de ne pas avoir besoin de setup son hook parfaitement, ça tiendra quand même. Et du coup, ça peut lui apprendre à, il faut pas que tu le setup 50 fois, il faut que tu laisses la barre rouler, se placer correctement, et tu verras qu'au final, tu vas prendre de la confiance par rapport à ça et ça ira de mieux en mieux. Ouais. Ok. Il y a un petit peu de tout. Donc, ce qu'on a fait pendant la prépa, c'est que je lui ai dit, faut qu'on fasse plus de hook. Ça, c'est évident. Il en faisait vraiment pas assez. Du coup, son hook était pas entraîné. Il avait mal dès 70 et j'ai dit, t'auras probablement toujours mal en hook, mais forcément, si t'en fais jamais, tu vas pas t'habituer à la douleur et ça sera pas top. Donc, on a juste fait beaucoup plus de hook avec beaucoup plus de séries, même des séries un peu longues, etc., etc. Au fur et à mesure de la prépa où les charges ont un peu augmenté, on s'est rendu compte que ça commençait à glisser, il commençait à vraiment perdre confiance. Donc, on a essayé de faire du rack pull. On en a fait genre 2 fois du long hold en hook avec genre 2,20, 2,30, tu vois. Et c'était vraiment pas ouf. Vraiment pas ouf. Il arrivait quasi pas à décoller la barre du rack et
juste ça tenait pas, tu vois, et c'était pas ouf de le faire sur du lourd. Et du coup, j'ai dit, ok, faut juste qu'on continue de s'exposer à du hook, mais en lourd, ça semble pas être bien. Donc, on va faire beaucoup plus de séries. Tant que ta peau ne s'arrache pas, en gros, on peut y aller. Donc, on a envoyé des séries. Et après, moi, j'ai essayé un petit peu de le Q plutôt le jour J et sur la fin de la prépa, effectivement, sur la technique, où en fait, je lui ai dit, faut que tu arrêtes de réfléchir au bout d'un moment. Tu sais, en fait, il était en mode, est-ce que j'ai assez de magnésie, est-ce que j'ai suffisamment limé mon pouce et tout. Et en fait, sur le plateau, le jour J, il était là comme ça, tac, 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 il reprenait 400 fois le hook. Et à la fin, j'ai dit, non, en fait, tu places ta main sur la barre sans verrouiller ton hook, tu tires un peu ton slack, et dès que tu verrouilles ton hook, tu commences à tirer, tu le reprends pas. Et c'est ce qui s'est passé, et ça a plutôt bien fonctionné. Et donc en fait, il y avait vraiment cet aspect mental il était persuadé que ça allait pas tenir. Donc en fait, sur le jour J, on a fait un opener très très bas pour que déjà au moins ça soit tranquille, qu'on puisse prendre un petit peu des sensations sur le dos et tout. Ensuite, on a fait une deuxième barre relativement haute, le truc où genre on est sûr que le hook va tenir, mais ça commence à être chaud. Et en troisième, on met ce qu'il faut parce qu'en plus on avait un placement à jouer, etc. Celui qui devine l'athlète gagne 1 litre de Coca Zéro. Aurélien. Ouais. Ah non, du coup. Dommage. Et donc du coup. À Lohan. Non. Ah ok, parce que Lohan il tire en sumo donc. Ouais. En fait, je suis plus sûr que la personne à qui je pense tire en hook. Parce que j'étais en train de courir partout, du coup j'en suis pas certain. C'était pour Aurélien, effectivement. Et du coup, sur la troisième barre, on était en mode bon, là, c'est pour un placement, c'est pour un truc. Donc, je lui ai juste dit, faut que tu arrêtes de tirer 10 000 fois sur ton hook, que tu arrives à bien te placer, tu vois. Ça pourrait être bien avec le mec qui pense trop. Mais exactement, voilà ça. Et en fait, et lui-même, il me l'a dit, il m'a dit, je pense qu'à ça et tout. Et j'étais en mode, non, gros, là, c'est pas le moment. Juste, on va bien se placer. Et il faut que tu arrives à bien placer ton hook parce que pendant la prépa, en plus, son hook était bien, il tenait, tu vois. Il faisait un peu de long hold sur des fins de série. Mais pas des trucs de ouf, tu vois, sur des charges relativement modérées. Et donc, effectivement, rack pull en hook, pas ouf. Ah ouais, long hold en hook, pas ouf. Du coup, hein. Ouais, c'était pas mal. Il y avait vraiment l'aspect psychologique. Aspect psychologique, plus pratiqué. Et setup une meilleure technique de hook, à arrêter de vraiment prendre trop son temps pendant les séries. Je lui ai dit pendant les séries, arrête de, entre toutes les reps, lâcher la barre, remonter en haut, reprendre ton bracing. J'ai dit, enchaîne pour que ton hook soit mieux entraîné et ça a plutôt bien fonctionné. Moins, exactement, c'est ça. Quand tu veux le prendre beaucoup trop, au final, c'est ça. fait énormément de problèmes. Bon, la troisième barre était un peu limite quand même niveau grip, mais elle est passée. Donc, Mais ah ouais, j'essaie de me visualiser tous les gars que t'as eu au mythe et j'en trouvais pas un qui tirait en tradi, parce qu'il a changé, non? Ouais. Putain, j'avais oublié le facteur tradi, c'est pour ça. Et tu m'as parlé de frotter les cuisses et tout, j'étais en mode non. En fait, je pensais à Luciano, mais je me suis dit, je crois qu'il tire en sumo aussi. Je pensais à Luciano, moi. Sumo hook, ouais. C'est pour ça. Je savais que tout le monde tirait en hook. T'avais Thomas, Léane, Luciano, Lohan, et je me suis dit, c'est Aurélien, tu vois, mais pour moi, il tire en sumo aussi. Ouais, non, c'est en tradi. Ok. Ouais, on n'a pas été mauvais, on a tout guess. C'est pas mal. Et on a un petit peu plus de problèmes avec le grip en tradi qu'en sumo. Mais on peut pas faire de sumo à cause de son dos, donc c'est un peu. Ok. Ah ouais. Genre le sumo, en fait, c'est sa hanche, quoi. Ouais. Sa hanche, il produit pas de force en sumo, c'est quasi impossible. Et du coup, là maintenant, il a le même niveau en tradi qu'il avait en sumo. Ouais, en sumo serré. Ouais. Il avait déjà un sumo serré de base. Ouais, c'est dingue. Après, en soi, il est pas très grand, donc un sumo serré, ça peut être. Parce que si tu reportes à quel point je suis serré sur son gabarit à lui, c'est white stance. Ouais. Non, c'est relativement serré quand même, mais non, la position de sa hanche, en fait, ça l'embête sur son squat et tout après. Du coup, on s'est dit, là, sur la prépa, on spam le tradi. Et en fait, on a réussi à rattraper son niveau en sumo. Juste, c'est vrai que le grip nous embête un peu plus en tradi qu'en hook. Peut-être avec la barre qui frotte un peu sur les quads et tout. Et c'est vrai qu'il a un peu de flexion, donc le lock est un peu long aussi. Et du coup, on a aussi essayé de trouver une bonne position de départ au niveau de la hanche pour que le lock soit pas trop dur. Sauf que pareil, il se sentait vraiment mieux avec un petit peu de flexion sur tout son dos parce que sa hanche était un petit peu plus ancrée dans la barre. Donc en fait, on s'est dit, écoute, place-toi bien pour être fort. Parce qu'en fait, si tu fais trop d'extension au niveau du dos, il va falloir fléchir la hanche, il pourra juste pas. En fait, c'est ça. Et on s'est dit, c'est cool si ton grip tient, mais si t'arrives juste pas à décoller la barre parce que t'es pas bien placé, ça servira à rien. Donc on a essayé de trouver le juste milieu et ça a fonctionné. Ok. Voilà. J'ai gagné 1 litre de coca. Bravo. Ouais. Et du coup, moi, ma problématique, c'était une athlète qui arrivait un peu en sortie de blessure, qui avait eu luxation à l'épaule. Okay. Donc pendant 2 mois, elle n'a pas pu pratiquer squat, bench. Là, elle fait un peu de deadlift juste avant de venir vers moi. Et du coup, voilà comment on a fait pour arriver, sachant que, on va dire, dans les 6 mois max, elle avait l'idée de faire une comp. Ok. Luxation de l'épaule, t'as dit ? Ouais.
Ok. Et ça a duré longtemps. Enfin, c'est-à-dire, elle était dans la capacité de faire du bench, du coup, je suppose, et du squat probablement aussi. Ouais, bah les 2 mois juste avant qu'elle vienne, quoi. Et même le terre, en vrai, ça aurait dû poser problème au début, non? Bah le terre, elle en a fait un peu juste avant qu'on commence Ok. le suivi. Et en gros, l'idée, c'est du coup, comment est-ce que on aurait géré le truc pour que. Ouais, réintroduire les mouvements et arriver à un bon niveau, quoi. Squat SSB Bah, je pense que c'est ça en fait. tous les jours. Il faudrait trouver une variation qui juste n'est pas limitante pour elle. Mhm. Donc, probablement SSB ou. High bar peut-être même. high bar, c'est mieux, Mhm. mais ouais. Faudrait voir à quel point en fait c'était dans l'irritation. Je pense qu'il faut faire comme un ordre, tu sais, de. Genre, l'objectif final c'est le comp. Là, on en est, c'est rien. Et entre rien et le comp, il y a. SSB, puis high bar. Voilà, machin, c'est ça. Et voir en fait à quel point sa luxation était importante aussi, parce que entre une petite luxation et une grosse luxation, il peut y avoir des grosses différences, tu vois, genre elle peut être immobilisée pendant plusieurs semaines avec une luxation assez importante. Ouais, je crois que c'était assez important. Ok. C'était un match de volley. Ok. Ouais, Et un c'est- tir à la. Bah, En tapant la barre. La balle, la barre. non, en retombant. Peut-être si ça arrive. Ok. Ouais, oui, en tombant aussi. Ok, Ouais. elle a voulu se rattraper comme ça et ça Ouais. lui a sorti l'épaule. Donc ouais, c'était assez Ouais. vénère. J'ai un peu d'XP sur ça. J'ai un petit background avec les subluxations d'épaule. Pour l'anecdote, je me suis subluxé l'épaule en jetant ma ceinture. Ouais, j'avoue. Mais genre pour de vrai. Ah. Genre j'ai jeté ma ceinture par terre et En plus, t'étais content, genre. j'étais content, ouais, parce que Ouais. j'avais Ah. fait 700 de total. Ouais. C'est Ok. la première fois de ma vie que je Deux faisais fois. 700. C'est ça? Ouais, 700. 2,87 au terre. Je prends ma ceinture, je la jette, genre un mouvement bien circulaire comme ça. Et je sens mon épaule aller vers le bas. Je dis, ah ouais, je crois que j'ai fait une dinguerie. Je vais dans les vestiaires, je vois genre mon épaule complètement déboîtée et tout. Du coup, je tire un grand coup dessus. Elle s'est remise. J'ai eu de la chance. Toujours faire ça. J'ai tiré un Ouais. grand coup dessus, ça s'est remis. Et après, du coup, j'ai été quand même voir un médecin du sport parce que ça me déboîtait. Et du coup, j'ai dû train avec une subluxation pendant un moment. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai parlé de la SSB tout de suite parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Au niveau du bench, étonnamment, Ça allait, ouais. ça allait franchement bien. Donc, je sais pas trop, tu nous diras, mais je pense quand que. tu comptes souvent, c'est ok parce que ça te plaque l'omoplate, enfin, ça te force l'omoplate vers le bas. Et ça Ouais. t'empêche. Je suis assez d'accord. Donc, de bouger. au bench, peut-être que ça s'est plutôt bien passé, mais je sais que moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un petit peu de cal ou alors du high pin ou du mid pin, tu vois, donc des pins assez hauts pour réduire quand même l'amplitude et pas venir chercher trop de contraintes. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être envisageable d'un point de vue purement variation pour limiter un petit peu les contraintes. Et je sais que moi, au terre, ça m'avait fait un petit peu mal le fait de protracter. Donc, pareil, je devais me mettre dans une certaine position pour ne pas avoir l'épaule qui tirait trop vers le bas parce qu'il y avait surtout des risques qu'elle se subluxe. Vers le bas, c'est rare, mais. Ouais. C'est vers le haut plutôt. En plus, t'as la chance d'être vachement vertical, toi. Mhm. Du coup, la force, comme elle tire vers le bas, c'est quand même. Mais ça me faisait super mal, en tout cas, je me rappelle de ça. Ça me faisait plus mal qu'au bench. En même temps, t'as 250 kg dans les mains, quoi. Ouais, ouais. Et donc au terre, ouais, j'avais juste réduit beaucoup les charges. Après, c'était passé très vite. Moi, j'avais de la Ouais. chance. Donc en tout cas, moi, j'aurais pensé à ce genre de trucs. Ça, tu vois. Mais en plus, Ouais. t'avais pas un truc où après t'étais devenu meilleur et tout. Et j'ai tiré 300 ouais, 2 voilà, semaines c'était après. ça. Et tu disais genre, ouais, pour être meilleur, faut se subluxer les Bah, 7 jours après, j'ai deadlift 300. Oui, voilà, c'est ça. Juste parce qu'en fait, pardon, ça t'a empêché de mettre trop lourd pour une semaine. Vraiment. Par contre, au squat, j'ai fait de la SSB pendant un moment. Je pense que- pendant un petit mois, ça m'a embêté. Ouais. Ouais. C'était terrible. J'ai regardé des stories d'archives hier, c'était aberrant. Parce que du coup, t'avais fait 2,87 et une semaine après, peut-être. Ouais, luxer j'ai tiré l'épaule. 300, ouais. Même monstrueux. Ouais, je faisais- Bah, le secret, ouais. Ah, c'était n'importe quoi. Ah oui, c'est vrai que je faisais des stories en mode Ouais. luxez-vous l'épaule pour EPR et tout. Ouais, voilà. Du coup, j'avais essayé, je me suis pas luxé l'épaule. Mais donc, ouais, moi j'aurais mis ce genre de petites variations. Et après, pour l'aspect programmation, bah, pour moi, faut baisser les charges, C'est vraiment tout rien- doux au ouais. début et. faire des séries semi-longues, j'aurais tendance à dire, pour limiter quand même les contraintes au niveau de la charge. Et puis voilà, je sais pas si vous avez. Mhm. Bah, surtout que la luxation, c'est souvent quand même le truc le plus chiant en fait, parce que en fait, il n'y a rien de très grave, entre guillemets, mais ça met beaucoup de temps à se réparer totalement, voire ça se répare jamais totalement. Et donc, c'est là où l'aspect musculaire autour est intéressant, ça crée de la stabilité. Sauf que le problème, c'est que l'épaule, c'est l'articulation la moins stable du corps par définition, donc c'est vrai qu'il y a un peu un paradoxe de ce côté-là. Ouais, je pense que après, en fait, dans un premier temps, tu analyses les mouvements qu'elle peut faire et qu'elle peut pas faire, et tu gardes ce qu'elle peut faire, quitte à. Pour le coup, là, ça peut être un des moments où faire un peu de renfort, où tu es sûr qu'il y a des mouvements qui sont pas douloureux, ça pourrait être utile parce que du coup, tu peux y aller entre guillemets à l'aveugle sans te poser de questions. Et après, ouais, faire une hiérarchie autour des exercices qui vont permettre de ramener de la spécificité au fur et à mesure. Et après, tu vas à tatillon, quoi, tu mets une échelle de douleur et tu fais comme ça, je pense. Hein. L'élévation unilatérale à 40 kg, targé BZ. Tu peux oublier. Du coup, Bah, du coup, ouais, c'est un peu ce que j'ai fait. On a commencé par SSB.
Juste, elle a pu faire du high bar, mais en très 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 léger. Donc sur le jour, on va dire, principal, sur le début, on a fait du high bar genre à 50% de son max, même pas. C'était juste histoire de refaire quelque chose. Sur le bench, on a commencé par du spoto. C'est du coup vraiment venir sur la fin, l'étirement, ça a créé pas mal de douleurs. Donc on a fait un bloc juste en spoto. Après ce qu'on a fait, deuxième bloc, du coup on a rajouté juste une deuxième exposition high bar avec top set et back off, on a laissé SSB. Okay. C'est juste sur le troisième squat qu'on a pu refaire un peu de comp. Après l'avantage c'est que c'est Antasha, je sais pas si vous voyez qui c'est. En gros son comp ça reste quand même du bar relativement haute. Donc on a juste fait le comp en back off sur son jour principal pour reprendre vraiment tranquillement. Et du coup, tu as fait 2 jours, en gros, avant de... C'est-à-dire que tu avais un jour en SSD, pardon, ensuite tu as rajouté un high bar, et après seulement tu es repassé en comp, c'est ça? Ouais, en fait, le premier bloc, on avait 2 SSB, un high bar. Après, 2 SSB, un high bar, ok. Ouais, après, deuxième bloc, on avait un full SSB, okay. Un top set high bar, back off SSB, okay. Et un high bar. Et après, on est resté avec un SSB, un high bar, un high bar en top set et un high bar en comp squat en back off. Ouais. Oh, la séance où tu fais du high bar SSB doit être tellement chiant. Je te jure. Ouais. Miam, je vais faire un top set en high bar. Tu mets la SSB, tu recharges ça. Ouais, puis je crois que genre à partir du 4ème bloc, on a arrêté complètement la SSB. Elle était là. Elle a arrêté la force de toute façon. Elle a dit c'est bon, le volet c'est de la frappe. La SSB, je sais pas quoi. Non, la SSB c'est génial. Hein. Moi quand elle était vraiment soulagée d'arrêter la SSB. Je pense qu'il dit pas c'est génial en mode c'est génial. Ah non, les sensations sont terribles. Mais l'outil est vraiment top tier. Genre Alexandre qui se fait une double fracture de son avant-bras, la SSB nous a sauvé la vie, tu vois. Donc ouais, vraiment. Donc non, la SSB c'est trop bien. Ouais, c'est vrai que pour le coup, en fait, on enlève toutes les contraintes du haut du corps sur le squat, quoi. C'est un peu comme un bel squat, mais vraiment bien, quoi. Ouais. Ok, d'accord. C'est un bel squat, mais juste je trouve que ça se rapproche un peu plus quand même du squat classique. Du squat, quoi, non. Ça dépend de la SSB en fait. Il y a les SSB qui sont bizarrement faites, qui dépendent trop le poids sur l'avant et c'est quand même bizarre. Et du coup, t'as mis du renfort dans tout ça pour. Ouais, au début, on a fait pas mal de tirage unilatéral pour essayer de retrouver un peu de fixation au niveau de l'omoplate et tout. Je pense qu'on a fait ça pendant 2 blocs. Et après, sur le 3e bloc, on a rajouté un peu de renfort sur les épaules, toujours unilatéral, très très léger, histoire de ramener un peu de stimulus là-dessus. Et voilà, c'est un peu les renforts qu'on a fait. Et maintenant, il n'y a plus rien du tout. Maintenant, on fait toujours un peu gaffe. Ouais. On a essayé le bloc de la comp, de passer surtout en comp, mais sauf que c'était pas possible. Okay. C'était combien de temps 8 ans. Là, on a commencé en janvier, donc ça doit faire novembre de l'année dernière. Et du coup, là, on veut juste. Ça fait un an, quoi. Ah putain, ça va faire. Ouais. Là, ça fait depuis ce bloc-là qu'on est passé full comp. Et elle a jamais eu aussi mal. Non, là. Ça y est, il a brillé. Ça y est, c'est 45 minutes et là, c'est parti. On s'en avoir marre. Ouais, mais ça a quand même pris quasiment 10 mois. Ouais. Et là, pour le coup, sur le comp, je me suis dit, en vrai, sur le comp tertiaire, on met les charges de high bar. Peut-être même un peu moins, mais juste on fait du comp parce que. Ouais, mais non, faut aussi rester habitué à le faire, quoi. Ouais, mais c'est juste qu'au niveau, ça changeait quand même un peu sa technique. Et du coup, pour essayer d'être le plus optimisé possible le samedi, Et au deadlift, il n'y avait rien? Deadlift, non, étonnamment, pratiquement dès le début, on a pu faire du deadlift un peu normal. On a fait pas forcément que du comp, on a fait aussi genre RDL et tout, mais. Elle avait aucune gêne à deadlift, du coup, rien du tout. Non. Après, elle est assez verticale aussi sur son deadlift. Ouais, elle est très verticale et tout, et donc franchement, ça allait, ouais. Puis en fait, en fonction de comment tu te luxes, parfois justement la traction vers le bas ça va être gênant, parfois ça va au contraire te soulager. Ouais. Donc en fait, ça dépend. Et si elle a fait ça, après c'est en tombant, si elle a fait ça en tombant, c'est-à-dire qu'elle s'est luxée vraiment vers le haut comme ça. Et donc probablement que le fait en fait de retirer vers le bas, au final, parce que ça la soulage, quoi. Je sais que moi, même encore maintenant, pour faire des tractions, c'est un peu galère. Genre, j'ai mal aux épaules et tout. Tu te ressens là où t'as eu la ouais. Mon épaule droite, elle bouge différemment que mon épaule gauche quand je fais des tractions, donc je dois le faire en neutre. Sinon, si je fais en pronation, je sens que mon épaule droite, ça fait des claquements un peu bizarres. Hein. C'est là où tu te dis, tu sais, on a tous entendu ça, genre parfois il vaut mieux se fracturer que se luxer, tu vois. Parce que c'est réparé, c'est réparé. Le médecin du sport, quand j'avais été le voir, il a pété un câble. Hein. Il a voulu casser genre, je m'étais fait ça un lundi. Je m'étais fait ça un lundi. Le mercredi, j'étais au médecin du sport. Il m'a dit:
Attel, on va immobiliser pendant 7 jours. Je dis, moi je me suis entraîné hier, frérot. Tu m'as envoyé les retours après. La SSB à 150 kilos. J'ai dit, moi je me suis entraîné hier. Il a vrillé. Il a dit, mais tu te rends pas compte, tu peux avoir des séquelles à la vie, etc. Tu lui as demandé son gel point. Tu cotes combien, frérot? Et après, le truc, c'est que c'est le rôle du médecin aussi. Mhm. En gros, c'est la problématique avec les médecins, c'est que en fait, lui, quand tu es médecin, tu es formé en mode santé. Donc du coup, tu as un seul objectif, c'est faire en sorte que la personne aille bien, n'ait plus mal. Et du coup, même si tu es médecin du sport et que tu es un peu éduqué du coup, sur le côté sportif et que tu es censé être au milieu, souvent tu captes pas les enjeux des deux, tu vois, et c'est compliqué de... Je pense que dans certains cas, ça peut être bien, hein, mais... En fait, le but du médecin, c'est que tu ressortes et que tu reviennes pas dans 3 semaines en disant j'ai mal. Et surtout que je pense que en fait, 95% des gens qui vont chez le médecin, même si c'est un médecin du sport, ils sont en mode moi mon objectif c'est de plus avoir mal, pas de pouvoir continuer à m'entraîner, tu vois ce que je veux dire. Du coup je pense que ça se formate aussi un peu dans la manière dont tu réfléchis à ça, quoi. Moi ce qui m'avait fait rire, c'est qu'ils me disent d'immobiliser 3 jours après, sachant que je m'étais déjà entraîné dessus. Ils me disent on va quand même immobiliser. Et du coup quand j'avais été voir Léona, notre kiné, elle m'avait dit ça sert à rien, genre. En fait, pourquoi immobiliser alors que t'as déjà commencé à rebouger? Dans tous les cas, le but, c'est de regagner de la mobilité. Tout, refaire du low bar, mais prime une semaine après. Ok, bah écoutez, c'était cool, je pense qu'on a fait plus ouais, c'était bien ce en vrai, c'est fou quand même de se luxer l'épaule comme ça. Ouais, j'ai la vidéo. Je sais pas, mais on refait pas. Mais tu sais que je connais pire. Si. J'ai un pote, quand je faisais du foot, il s'est cassé le poignet parce qu'il a raté un tir complet. Il a tabassé le sol et il s'est cassé le poignet comme ça. Cool, ça. Quoi? Un pote à lui au foot qui s'est cassé le poignet en frappant de rage dans le sol. Je me suis cassé le poignet en tombant au foot. Non, lui en frappant le sol de rage. De rage. Parce qu'il a raté un tir. Impossible pour moi de frapper le sol de rage, donc je sais ce que... Et oui, je t'avais raconté en plus, je crois, dans votre podcast, ça, non? Non, je crois pas. En futsal, je me suis cassé le poignet en... Non, t'as pas raconté ça. Non. Quand j'étais petit. Genre, je jouais, et bon, on va aller au bout de l'anecdote, hein. Je joue en salle, parce que souvent, en plus dans le nord, quand il fait très froid, tout l'hiver, c'est en salle, parce qu'il fait beaucoup trop froid et c'est chiant pour jouer. Genre les terrains gèlent, tu peux même plus jouer, quoi. Et du coup, t'as une partie de la saison, surtout quand t'es jeune, où tu joues en futsal. Et donc du coup, je jouais un match, et je me souviens plus exactement, mais ironie vraiment du truc, dites-vous qu'en gros, moi j'étais beaucoup plus grand à l'époque, genre à 12 ans, 12-13 ans, je faisais 1m90, et du coup les mecs étaient pas aussi grands. Donc du coup, le problème c'est que ça crée un biais avec l'arbitre. Quand tu vois un mec d'1m90 et un mec d'1m50, dès qu'il y a contact, d'office il y a faute contre le mec d'1m90, tu vois. Et ouais, ce qui se passe un jour, c'est que en gros, moi je joue, et juste 5 minutes avant, le mec me court dedans, il me rentre dedans, et comme j'étais plus grand et plus lourd, c'est lui qui tombe. Donc du coup il râle en mode machin, etc. Au final là l'arbitre il siffle pas parce qu'il voit que le mec me rentre dedans. Et genre 5 minutes après, vu que le mec avait râlé, il se repasse un peu le même truc, et de rage le mec revient pour me mettre un coup de physique, sauf que encore une fois c'est lui qui tombe. Mais en fait je sais plus exactement comment ça se passe, genre je trébuche ou quelque chose comme ça, et en fait en trébuchant je tombe et je me rattrapais juste normalement, tu vois, en arrière, en pliant le poignet, et en fait je me pète le poignet en tombant comme ça. Et en fait sur le moment je me rends pas compte, mais ça me fait quand même vachement mal et tout, je me dis putain c'est bizarre. Mais avec l'adrénaline, je sens pas trop. Et genre, je reste quand même 30 secondes par terre en mode putain, ça fait mal. Et du coup, je me prends un. Genre, enfin, quand t'étais en jeune, t'avais pas de carton rouge, c'était genre 5 ou 10 minutes d'exclusion, une connerie comme ça, je sais plus exactement. Et je me prends genre 10 minutes d'exclusion pour simulation, parce que je suis tombé et genre, je me suis pété le poignet, tu vois. Du coup, je prends les 10 minutes et genre, je reviens des 10 minutes. Mon poignet, il avait un peu gonflé. Bien gonflé, ouais. Et mon entraîneur, il me dit bon, écoute, c'est pas grave, vas-y, retourne-y, on verra à la fin du match. Il restait pas longtemps, tu vois ce que je veux dire. Et du coup je finis le match et à la fin du match vraiment mon poignet il avait doublé de volume, genre c'était abusé, tu vois, j'avais trop mal, je pouvais plus bouger les doigts et tout. Et donc du coup genre on revient sur le truc, et au final l'entraîneur il appelle les urgences arrivent, et enfin les pompiers arrivent, et ouais je m'étais pété le poignet sur le terrain et je me suis pris 10 minutes d'exclusion pour simulation. Bah en même temps t'es bizarre d'avoir mal parce que tu te casses le poignet. Et le mec à côté du coup, il est tombé aussi, il a rien eu, alors que c'est 2 fois lui qui me rentre dedans, et moi je me suis fait exclure pour ça. J'avais trop la rage. Moi aussi je me suis cassé le poignet en faisant de la moto. Monstrueux. BMX. Mais non, le poignet aussi? Ouais, le scaphoïde. Moi c'est le cubitus. Moi aussi, cubitus et radius, tout était broyé, moi, mon poignet était mort. Bah moi rien. Et mon daron me croyait pas. T'es jamais répété? Non. Mon daron me croyait pas. Ah ouais? Genre je tombe en moto, j'arrive un peu court sur un saut, je tombe, mon poignet il fait comme ça sur le guidon, et je me relève, je continue à rouler. Au bout de 30 secondes, je peux plus embrayer parce que je sens plus mes doigts. Je l'arrête et tout, et je dis à mon daron, je crois que je me suis cassé le poignet. Il me dit bouge ta main. Moi terrifié, j'arrive à bouger ma main, il me dit vas-y pars. Je dis je peux vraiment pas là, tu vois. Et il me dit vas-y c'est chiant, on rentre à la maison, tu vois. Mais pas on va aux urgences, on rentre à la maison. Sur la route, mon poignet dans un état. Et il me dit oh ça va aller, la semaine prochaine c'est bon et tout. Et on rentre, ma mère elle voit ma main, elle dit
aller tout de suite à l'hôpital, genre le poignet il est brisé. Et mon père il dit mais non ça va et tout. Je fais une radio, ils m'ont dit le poignet il est en miettes frérot. Ils voulaient m'opérer et tout, enfin bref. Seule blessure de ma vie. Pareil. Quasiment. Seule fracture, un truc un peu très grave. Les hernies, les conneries de con, mais Non, vraiment. fracture, Je sais un peu j'en ai quel trois. poignet c'est en plus. Ah ouais. Je crois que c'est peut-être pour ça que tu Ah oui, c'est mobilité d'où la mobilité La terrible mobilité, exceptionnelle. ouais. Voilà. Bah écoutez, très commun chez les Fever Coaching, le poignet quasiment plus que toi. C'est vrai. Poignet gauche. Pas- Va pas faire de volets ou de trucs bizarres, des activités cheloues, hein, parce que les En poignets. plus, T'as eu un plâtre ou pas? Ouais, 2 plâtres. Moi j'ai eu un plâtre, mais c'était en résine, c'était à l'époque où il y avait la résine, enfin c'était pas un plâtre, genre en gros c'est la résine c'est moins lourd, machin, etc. Donc ils m'ont foutu une résine. Et C'est du béton armé et des tiges. quand je l'ai enlevé, l'odeur de mon bras, Ouais, c'est terrible, hein. l'odeur de mon bras, Ouais. C'est terrible. j'étais en train Moi de j'ai eu pourrir. 2 plâtres. J'ai eu un premier plâtre semi-rigide et ils m'ont dit à la fin de celui-là si ça va on t'opère pas et si ça va pas on t'opère et en vrai ça allait. Du coup ils m'ont dit bon ça va on t'opère pas mais on te remet un deuxième plâtre que j'arrivais à enlever assez facilement pour faire de la moto et du vélo. Monstrueux. Du coup maintenant j'ai mal au poignet dès que je fais des pompes ou des trucs comme ça parce que la réhab était terrible. Voilà. Ouais. Et en vrai, en plus je m'en souviens, pareil en jouant au foot, je m'étais pris un coup de plâtre, un coup de. C'est normal tu peux pas jouer au sport, je m'étais pris un coup de truc en résine, comment ça brûle ces trucs là, genre on m'a mis juste on m'a râpé comme ça, et ça m'avait genre frotté tout le visage, mais genre tu sais brûlure un peu chelou comme quand tu tacles sur un synthé, la même chose. Ouais, Après c'est plastique, assassin de laisser jouer un joueur cassé. Hein. C'est vrai, C'est terrible, c'est vrai. tellement dangereux. Pour lui et pour les autres. Mais vraiment. Ah ouais. Enfin bref, Allez. mais c'était l'entraînement. Donc c'est bon. Oui, ça va. Merci à tous du coup d'avoir écouté l'épisode 31. J'espère que vous avez kiffé un petit peu l'épisode différent. Comme d'hab, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Et si vous avez des questions qui vous sont venues pendant l'épisode, vous pouvez les poser et on y répondra dans le prochain podcast.